Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur Météo du Jura TV pour suivre minute par minute le déconfinement qui va avoir lieu à partir de lundi. Nous sommes en direct avec le docteur Patrick Erdegen. Je ne sais pas si ça se dit. Bonsoir, Patrick Ardjen, on peut dire Patrick Ardjen. D'accord. Ergel. Et Roger, le maire de Conliège, bonjour à vous. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, on va commencer ce soir avec le déconfinement qui va avoir lieu dans les toutes prochaines heures. Comment vous voyez le déconfinement, docteur? Sans doute comme une délivrance pour la plupart des gens, que ce soit, je pense, où qu'on se trouve, on sera content de recouvrer un peu de liberté, mais aussi, disons, une petite inquiétude, notamment pour les soignants, pour tout le monde aussi sans doute, hein, mais notamment pour les soignants, une petite inquiétude parce que la question qu'on se pose naturellement, c'est est-ce que l'épidémie va rebondir? Comme on le dit souvent, est-ce qu'on va retrouver un autre pic d'épidémie après le déconfinement? Voilà. Donc on est tous contents, moi je suis content comme bien d'autres de pouvoir sortir un peu plus, sans une attestation, bon, de retrouver toute cette liberté qui nous manque. Mais oui, un peu de... Sinon d'inquiétude, enfin en tout cas on est attentif, voilà. Et vous, monsieur le maire, comment vous avez préparé le confinement le mardi quand Emmanuel Macron, le président, a annoncé le confinement? Comment cela s'est déroulé juste après l'intervention? Ah ben, le déconfinement, les habitants l'attendent, oui, effectivement. J'espère qu'ils ne l'attendent pas trop de façon exagérée, puisqu'il va falloir continuer à appliquer les gestes barrières, continuer à se protéger, continuer à mettre des masques quand on va dans les lieux publics et dans les transports, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu marre de faire le tour de leur maison, le tour du jardin. Moi, j'en ai assez de faire le tour du village. Donc, j'ai hâte de prendre mon VTT lundi. Enfin, pas lundi, parce qu'il va pleuvoir, hein, d'après vous. Lundi, mardi, il va faire beau. Pour aller me promener dans la montagne avec mon VTT électrique. J'en ai besoin maintenant, et puis découvrir d'autres paysages, et puis faire, pratiquer davantage de sport, quoi. D'accord. Vous avez procédé au 8 mai, un 8 mai exceptionnel pour une dernière. Comment cela s'est passé? Oui, ben, nous étions quelques-uns, espacés 4 ou 5, et donc on a eu des morts dans la commune pendant la guerre de 39-45. On a notamment eu 10 jeunes qui sont morts en déportation, qui ont été raflés le 11 juillet 44. Donc, on tient à leur rendre hommage à chaque fois, à chaque cérémonie patriotique. C'était un peu particulier pour moi, parce que c'était la première fois que je faisais une cérémonie patriotique avec un masque. Donc, c'est assez cocasse d'avoir l'écharpe bleu, blanc, rouge et puis un masque, puisque j'avais mon porte-drapeau à côté de moi qui est pas tout jeune comme moi. Donc, on avait mis tous les deux un masque, et donc ça faisait une image assez cocasse. D'accord. Donc, est-ce qu'on était vraiment obligé de passer par le confinement pour diminuer le virus, docteur? Oui, je crois que oui, il y a aucun doute là-dessus. C'est la première mesure qu'il faut prendre quand une épidémie part, parce que si on reste pas en quelque sorte cloîtré chez soi, enfin en tout cas si on a des contacts avec les autres, et c'est inévitable qu'on en ait normalement, la maladie continue de se propager. Et ça a été expliqué, mais ça vaut la peine de le redire. Bien sûr qu'elle se propage toujours, cette maladie, parce qu'elle est très transmissible, elle est contagieuse. Mais si tout le monde est malade d'un coup, on n'arrive plus à soigner les formes graves. On sait bien que le Covid, il est dans la grande majorité des cas assez bénin. Parfois, il est relativement grave. Et malheureusement, parfois, il est mortel, et on l'a vu. Voilà. Alors, la question du confinement, c'est on évite que ça s'enflamme. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui se contaminent et qui se recontaminent les uns les autres qu'on ne soit plus capable de soigner tout le monde. Parce qu'on a des capacités, ça a été dit, mais je le redis ce soir, on a des capacités de réanimation qui sont limitées parce que des services de réanimation, c'est des services très très lourds, qui demandent beaucoup de personnel, qui demandent du matériel, qui demandent plein d'équipements. Et même s'il y a eu d'énormes efforts de fait, même si les places ont été doublées, ça veut dire qu'on a multiplié par 2 les capacités de réanimation partout en France, malgré tout, ça fait jamais que 10 000 places pour toute la France, hein, 5 000 en temps normal, un peu plus de 10 000. Et si on ne s'était pas confiné, on aurait eu beaucoup plus de patients graves. Et donc on aurait des gens
et qui n'auraient pas pu être soignés. Voilà. D'accord, mais beaucoup de monde dit que avec les vaccins, on pourrait revivre normalement. Est-ce que cela est vrai? Alors, oui, ce sera vrai dès qu'on aura le vaccin. C'est vrai, et c'est l'occasion de dire que le vaccin a fait disparaître plein d'autres maladies infectieuses qu'on oublie parce qu'on est vacciné. La poliomyélite, par exemple, qui est une maladie que certains de nos anciens ont connue. La poliomyélite était une maladie très invalidante qui entraînait des paralysies, des amyotrophies, enfin, c'est-à-dire une fonte musculaire et qui laisse, parce qu'il y a encore des gens qui ont des séquelles de poliomyélite, qui laissent de lourdes séquelles à vie. Ben, cette poliomyélite, on n'en entend quasiment plus parler parce qu'il existe un vaccin. Voilà. Je ne vais pas citer toutes les maladies, mais en tout cas, il y a beaucoup de maladies dont on est débarrassé, on va dire, parce qu'on peut se vacciner. Et le Covid, parce que c'est un virus d'apparition récente, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est un type de virus qui, entre guillemets, c'est une expression imagée que je vais utiliser, qui nous glisse entre les mains. J'entends d'un point de vue scientifique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas très facile à appréhender. Eh bien, on n'a pas encore le vaccin. Mais il y a d'énormes travaux qui sont menés en ce moment pour créer un vaccin. Et s'il peut être créé, j'espère que oui, on peut l'espérer. S'il est créé, ben peut-être que ce sera un mauvais souvenir. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, on sait que le Jura n'a pas été très, très touché par le Covid-19. Monsieur le maire, je parle sur votre contrôle. Est-ce que vraiment les Jurassiens ont respecté les consignes de confinement dans vos retours? Ah oui, moi je faisais le tour du village tous les jours, non pas pour contrôler, mais pour regarder comment ça se passait. Donc on a la chance d'être à la campagne. La plupart des gens ont un petit bout de jardin où ils peuvent se promener dans le village. Donc on n'a pas souffert, nous, à la campagne, du confinement. Et dans l'ensemble, c'était assez bien respecté. Pour revenir au vaccin, ce qui est amusant, c'est que l'année dernière encore, dans les sondages, il y a des gens qui veulent plus se faire vacciner contre la grippe, par exemple. Donc il y a des gens qui refusaient les vaccins. Puis maintenant, ils réclament un vaccin à tout prix. Alors déjà, il ferait bien de se vacciner quand les choses en valent la peine, parce que le vaccin, c'est pas pour tout de suite. Je pense que c'est pour un an ou deux. Enfin, je sais pas, d'après ce qu'ils disent. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, le confinement était bien respecté. Oui. C'est plus facile à la campagne qu'en ville. Hein. Alors, est-ce que ça a joué un rôle, docteur, que ce soit que le confinement a bien été respecté dans le peu de cas qu'on a eu dans le Jura? Ah oui, il y a deux raisons qui font qu'il n'y a pas eu énormément de cas dans plusieurs départements, dans le Jura. C'est la première raison, c'est qu'avant le confinement, il n'y a pas eu tant de cas qui sont arrivés que ça. Et vous savez, l'épidémie, elle est venue en premier lieu de l'Alsace, et plus précisément du Haut-Rhin. À Mulhouse, vous savez qu'il y a eu un rassemblement évangélique qui a fait que des gens malades se sont réunis pendant assez longtemps et ont transmis la maladie à beaucoup, beaucoup de gens. Donc. Et puis ensuite, tout ça, ça a essaimé, ça a fait, entre guillemets, tache d'huile. Et donc, l'épidémie est partie d'Alsace, du sud de l'Alsace, du Haut-Rhin. Et puis ensuite, elle a essaimé, si j'ose dire, tranquillement. Et puis, il y a eu un deuxième foyer dans l'Oise. L'Oise, c'est au nord de Paris. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi, mais enfin, en tout cas, où il y a eu des gens qui ont été regroupés, qui ont aussi transmis la maladie à pas mal de monde, et puis ensuite, ça a disséminé. Bon. Donc ça, c'est une chose qui a fait que la maladie n'est pas arrivée au même endroit aussi fort. Et du jour où on a confiné, le 17 mars, si je ne me trompe pas, je ne crois pas que je me trompe, c'était à Saint-Patrick, alors je m'en souviens bien. Le 17 mars, on a mis, entre guillemets, un coup d'arrêt. C'est-à-dire que le 17 mars, alors pas absolu, parce que bien sûr, il peut y avoir encore quelques contaminations, mais on a mis un gros coup de frein, si je peux parler comme ça, sur la transmission de la maladie. Ce qui fait que les départements qui n'étaient pas encore extrêmement touchés ne se sont pas aggravés, on va dire. Donc il y a deux choses. Il y a d'abord, on va dire, le hasard qui a fait que ou la malchance qui a fait qu'un département a été touché plus vite qu'un autre. Et ensuite, on a, entre guillemets, figé la situation, on a posé un peu les choses avec le confinement. Et donc les deux facteurs-là ont fait qu'il n'y a pas eu la maladie, parce que dans le Jura comme ailleurs, si les gens avaient fait n'importe quoi, la maladie serait arrivée.
Ça veut dire que les peu de personnes qui l'ont eu l'auraient transmise à plein d'autres personnes et du coup, ça aurait fait plein de malades. Voilà. Alors, justement, il y a encore des gens en réanimation, encore des gens hospitalisés. Oui. Cela, des gens qui travaillent actuellement. Alors, il y a des gens qui sont encore en réanimation. Moi, je connais une personne en réanimation qui est près de chez moi, qui habite près de chez moi, qui est un ancien collègue. Ça fait pratiquement 1 mois qu'il est en réanimation. Il a attrapé la maladie avant le confinement. C'est une personne qui est relativement âgée. Et cette personne-là, depuis 1 mois, elle est en réanimation. Alors, c'est pour ça qu'il y a un décalage. C'est-à-dire que cette maladie, elle met une petite semaine en général à se déclarer. D'accord ? Elle met une petite semaine entre le moment où on a attrapé le virus, qu'il est rentré dans l'organisme, qui se développe et qui donne des symptômes. Et puis ensuite, elle met à nouveau environ une petite semaine à devenir grave quand elle va devenir grave. Pas toujours, c'est même assez rare. Et elle remet une petite semaine. Donc ça fait 2 semaines de décalage. D'accord ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous attrapez le virus, si vous allez faire une forme grave, c'est pas très fréquent, mais si vous allez faire une forme grave, ce sera 2 semaines après, en moyenne. C'est des moyennes tout ça. Alors, on a confiné le 17 mars et on a commencé à avoir le bénéfice de ce confinement début avril. C'est à cause de ce décalage. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de gens en réanimation, mais il y a encore des gens en réanimation. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont rentrés la plupart du temps, pas hier ou avant-hier, qui sont rentrés il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour certains 1 mois. Voilà pourquoi on a encore beaucoup de gens en réanimation, même si il y en a quand même beaucoup moins que quand ça a été le pire, parce qu'il y a un décalage entre le moment où on attrape la maladie, on attrape le virus, on fait la maladie et où elle s'aggrave. Alors, on a appris cette semaine que le premier cas aurait été déclaré en France aux environs du fin décembre. Comment ça se fait qu'il n'y a qu'une personne qui a été touchée, alors que depuis quelques semaines et plusieurs mois, on commence à voir une pandémie sur la France, quoi. Alors, on parle du patient zéro dans le jargon. Oui, j'ai lu ça comme vous. Apparemment, on aurait déterminé la première personne à avoir été malade. Eh bien, à supposer que c'est lui, mais on va considérer que c'est lui. Eh ben, cette personne-là, il y a 2 hypothèses. Soit c'est la même personne qui a fait donner la maladie à tout le monde, mais je ne pense pas. Soit c'est peut-être le premier qui l'a eu en France, mais c'est pas lui qui l'a donné à tout le monde. Il l'a donné à certains. Il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps avec la maladie. Et vous savez qu'il y a eu, par exemple, un gros pic de maladie en Italie du Nord, en Lombardie. Et il y a beaucoup d'échanges entre le nord de l'Italie et l'Alsace. Donc, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a des personnes qui ont voyagé d'Italie vers l'Alsace et qui ont amené la maladie en Alsace. Donc, en fait, imaginez, j'aime bien utiliser des images parce que ça permet de fixer un peu les compréhensions. Vous imaginez un champ de blé mûr qui va s'enflammer. Et si vous mettez une allumette ici, et puis après une allumette là, il va s'enflammer à partir de 2-3 endroits. Et c'est ça qui peut se passer. Donc voilà pourquoi il y a un délai. Parce que quand une personne est malade, on ne sait pas ce qu'elle a. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout du Covid. Donc c'est quelqu'un qui faisait une sorte de pneumonie, quelque chose comme ça. Bon. Et puis une deuxième, et puis peut-être ailleurs une troisième qui arrive. Et c'est ce décalage dans le temps qui fait que l'épidémie, elle met un certain temps à apparaître. D'accord, merci, docteur. Il y a Jean-Luc Buguet qui vient d'arriver. Les Gilets jaunes annoncent le saunier, ainsi que résident annonce le saunier. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonsoir. 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 J'ai quelques problèmes. Le son est très très bas. J'ai des mots à comprendre. Ah. Vous ne nous entendez pas? Peut-être augmenter le son, peut-être? Non? Chez vous? Il est bon? Chez vous, il est bon, non? Le volume est tellement limite qu'on a des mots à entendre la conversation. D'accord. Ça va venir. Mettre le son plus fort. Mettre le son plus fort? On vous entend bien, en tout cas, nous. Oui. Mais écoutez, chez nous, ça va aussi. Chez moi, ça va.
Voilà, donc on va continuer. On parle souvent de l'immunité collective. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, l'immunité collective, ça veut dire que on a une maladie. Cette maladie, elle nous donne des anticorps, ce qui fait qu'on ne peut pas la refaire après. Ce n'est pas vrai pour toutes les maladies, hein. Il y en a qui sont immunisantes, comme on dit, il y en a, elles ne le sont pas. Et par exemple, si vous attrapez la rougeole, et puis que vous en guérissez, vous ne rattraperez plus à nouveau la rougeole. Aujourd'hui, on vaccine. Mais avant, on ne vaccinait pas contre la rougeole. Donc, on avait une immunisation comme ça. Et quand vous avez tout le monde qui a eu la maladie, quand presque toute la population a eu la maladie, alors, ça ne transmet quasiment plus. Parce que tout le monde est immunisé. C'est-à-dire que tout le monde, entre guillemets, enfin, c'est pas entre guillemets, tout le monde s'est protégé lui-même contre la maladie. Alors, quand la maladie n'est pas grave, c'est pas gênant. Si la maladie elle est complètement bénigne, on peut dire on laisse faire, tout le monde est malade, ça va passer, ça dure pas longtemps, c'est pas gênant, et puis on n'en parle plus. Sauf que là, cette maladie, comme d'autres, c'est pas la seule. Cette maladie, des fois, elle est mortelle. Et donc, le prix à payer, il est un peu cher. Parce que si on attend que tout le monde soit malade pour être immunisé, ça fonctionnera sans doute, mais alors, ça fera beaucoup de morts. C'est là qu'on a essayé, mais ils sont revenus en arrière, comme l'Angleterre, par exemple. Oui, alors, en Grande-Bretagne, effectivement, ça a été un moment la stratégie. Puis, comme vous avez tous vu, le Premier ministre britannique, lui-même, il est tombé malade assez sévèrement, quand même. Il a changé d'avis. Et il s'est dit que finalement, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Voilà. D'accord. Donc, on va arriver au déconfinement à partir de lundi. Oui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour pas avoir ce virus entre nous et pas le développer comme on l'a développé avant le confinement? Ouais. La première chose à faire, c'est de comprendre comment il se transmet. Le virus, il se transmet essentiellement dans les sécrétions de la respiration. C'est-à-dire que c'est un virus respiratoire. C'est un virus qui fait du mal essentiellement aux poumons. Alors, pas que aux poumons, mais essentiellement aux poumons. Et ce virus, il va se développer dans les sécrétions, c'est-à-dire globalement dans la salive ou dans ce qu'on peut cracher si jamais on crache, dans les sécrétions pulmonaires. Et un peu comme la grippe. Et vous le transmettez à quelqu'un parce que quand vous respirez, quand vous soufflez, quand vous parlez, quand vous toussez, quand vous éternuez, vous envoyez soit des postillons, des gros trucs que vous voyez. Quand vous envoyez un postillon, vous le sentez, vous le voyez, mais aussi des toutes petites choses, des aérosols, en fait, une sorte de buée que vous ne voyez pas forcément. Et moi, si je suis en train de discuter avec vous en vrai, là, et si je suis à moins d'1 mètre de vous, par exemple, ou peut-être un peu plus qu'1 mètre, c'est pas fixe, je peux vous envoyer des virus. Et vous, si vous les récupérez dans votre bouche, dans vos narines ou dans vos yeux, dans des muqueuses, pas dans la peau. La peau, par exemple, sur le dos de la main, elle est étanche. Mais si vous récupérez ça dans des muqueuses, le virus, alors il n'y a pas un seul, mais quand il y en a plusieurs, il va finir par rentrer dans vos cellules et il va se reproduire. Parce que vous avez compris, le virus, c'est une sorte de tout petit composé qui se reproduit dans les cellules de l'organisme. Voilà. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce qu'on a compris que la maladie, elle se transmet essentiellement par la respiration. Et c'est pour ça qu'on a toute cette question des masques qui sont une bonne manière de ne pas transmettre le virus sur la. Alors, ça, on n'est pas sûr de l'avoir, on met un masque. Attends, est-ce que le son, il va arriver 2 minutes? Il faut juste que. On est sûr. Là, j'entends du son. Encore. Quelqu'un qui parle de son. Voilà. Deuxièmement, on sait aussi, après je vais m'arrêter parce que je ne veux pas être trop long, on sait aussi que le virus, on peut l'avoir sur des mains. Parce que si je mets les mains à la bouche, d'accord, ou sur le nez, et qu'après je vais toucher quelque chose avec mes mains, je vais en déposer un petit peu. Le virus, il va mourir au bout d'un moment tout seul, parce que le virus, il a besoin d'une cellule pour survivre longtemps. Mais il ne va pas mourir tout de suite. Et s'il ne meurt pas tout de suite et que quelqu'un d'autre va attraper le virus et le mettre à nouveau à la bouche, par exemple, etc., ça pourra transmettre la maladie. Une fois qu'on est confiné, on va être le 11 mai. Le 11 mai, en France, comme partout ailleurs, on a tous compris, globalement, ce qu'on risquait. Donc, on va pouvoir recommencer à sortir, recommencer dans les magasins, pas tous, mais complètement, mais enfin dans beaucoup. Et je pense que tout le monde sera plus attentif. Les gens mettent des masques, les gens utilisent ce qu'on appelle ces mesures barrières. Et donc, je pense qu'il faut faire confiance
globalement dans le bon sens. Alors bien sûr, il y a des andouilles, mais globalement, les gens sont de bon sens. Les gens n'ont pas envie d'être malades pour le plaisir. Et je pense qu'on peut se déconfiner en restant prudent. Voilà. C'est pour ça que si on est attentif, on devrait pas, enfin, on peut espérer qu'on ne repart pas vers une catastrophe, quoi. D'accord, merci. Donc, monsieur le maire, vous avez toute la semaine essayé de trouver une solution pour ouvrir les écoles. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Pour l'instant, non. Sur le déconfinement, moi, ce que je vais faire, c'est, d'ailleurs, à l'entrée du village, il y a un grand panneau 4/3 où j'ai mis le message suivant: porter un masque, c'est protéger les autres et se protéger soi-même. Et j'essaie de porter un masque toute la journée dans la mairie, dans les villages, pour montrer l'exemple. Et de plus en plus, les habitants commencent à mettre des masques pour aller à la boulangerie, par exemple. Parce que l'autre jour, à la boulangerie, il y a 15 jours, je croise une personne que je connais pas, dit: vous venez ici? Oui, il me dit: je viens là parce que ma femme est infirmière à l'hôpital, elle est en quarantaine pour cause de Covid-19. Et il venait à la boulangerie sans masque. Je lui dis: vous devriez au moins mettre un masque pour protéger les autres. Il avait du mal à comprendre. Maintenant, je pense, petit à petit, ça commence à rentrer dans les mœurs. Donc, le masque sera obligatoire pour entrer à la mairie, obligatoire pour l'agence postale. Et pour les commerces, bon, c'est plus mon domaine, mais c'est recommandé. Et puis pour l'école, on a préféré nous repousser au 2 juin l'ouverture éventuelle de l'école pour pas mettre en danger à la fois les enfants, les parents et puis les instituteurs. Et surtout qu'on n'avait pas les moyens d'appliquer les 55 pages du protocole sanitaire pour les écoles. On ne pouvait pas tout appliquer. Donc, comme on n'a pas les moyens d'appliquer, on a dit: on va réfléchir, on va continuer la pédagogie à distance, qui marche bien avec les enfants, puis on accueillera uniquement les enfants soignants qui sont prioritaires, et puis les gens qui sont en difficulté autrement. D'accord, merci. On va voir si on a retrouvé Jean-Luc Huguet. Vous nous entendez? Il est figé, Jean-Luc. Ouais. Faudrait qu'il se reconnecte. Ouais, je pense. Oui. Donc, on va continuer l'émission. Donc, il faudra bien suivre les gestes barrières, oui. Mais comment on va mettre le masque? Parce qu'il y a un protocole à suivre pour mettre ce masque. Comment on peut bien le mettre sans pour autant se contaminer? Eh bien, écoutez, si vous voulez, on va faire un tuto. Comme on est en vidéo, on va le faire ensemble. Allez. Pour vous montrer, j'ai pris un masque tout neuf, parce que j'ai la chance d'en avoir en étant médecin. Et je vais essayer d'être simple. Alors, bon, le masque il ressemble à ça. Il y a 2 faces. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une face qui est blanche, une face qui est bleue. En général, c'est écrit dessus parce qu'il y a un sens. On met le bleu à l'extérieur quand il y a de la couleur. Mais parfois, c'est écrit dans un coin du masque extérieur. Donc, quand c'est écrit extérieur, on sait que c'est la face extérieure. Donc, on met la face bleue à l'extérieur et la face blanche contre le nez. Deuxièmement, il y a le haut et le bas. Comment on reconnaît le haut et le bas? Parce qu'il y a un petit truc en métal à l'intérieur qui est rigide. Là, ici, c'est pas rigide, c'est le bas. Là, ici, c'est rigide, c'est le haut. Le truc rigide, c'est là où je vais mettre le nez. Donc, je lui donne une toute petite forme, mais on le fera après. Donc, pour le mettre, c'est pas très compliqué, parce que quand vous le prenez dans la boîte, il est propre. Vous vous lavez la main avant, c'est mieux. C'est toujours mieux de se laver les mains avant de faire plein de choses de la vie courante, parce que, je vous l'ai dit, avec la main, on peut transmettre le virus. Donc, vous lavez les mains. Il n'est pas stérile, le masque. Hein. Il est propre, mais il n'est pas stérile. D'accord? Mais ça veut dire qu'il n'y a pas le microbe qu'on craint. Puis, on va le mettre sur le nez, enfin sur la figure, comme ça. On passe les élastiques derrière les oreilles, et ensuite, on l'ajuste. Ça veut dire quoi qu'on l'ajuste? Vous voyez, j'ai des lunettes. On est quelques-uns à avoir des lunettes, malheureusement. Donc, je vais le mettre sous les lunettes, et surtout, je vais pincer sur le côté, le nez, pour lui donner la forme du nez. Pour qu'il soit étanche. Enfin, étanche. En tout cas, qu'il soit ajusté. Il faut le faire, parce que parfois, on voit des gens qui ont gardé le truc rectiligne et qui ont le nez qui est posé dessous, enfin plutôt qui ont le masque posé sous le nez, mais il n'est pas ajusté. S'il n'est pas ajusté, il est beaucoup moins intéressant parce que vous allez pouvoir avoir de l'air qui va passer. Et surtout, quand vous avez des lunettes, vous allez avoir encore plus de buée. Et deuxièmement, vous l'ajustez en dessous pour le mettre sous le menton. Parce que s'il est comme ça, enfin, je ne vais pas jusqu'à l'extrême, mais s'il est comme ça, il est moins étanche. Donc, ajustez sous le menton, passez sur le nez, et les élastiques qui vont derrière les oreilles, et c'est fini.
C'est assez facile. Vous pouvez le garder, et moi, je travaille avec plusieurs heures durant. Je ne dis pas que c'est le top, on est mieux sans le masque, mais on sent très sincèrement, pour l'emporter, alors depuis très longtemps, mais quasiment tous les jours depuis 2 mois, c'est pas la cata. Voilà. À tel point, je vais vous faire rire qu'il m'est déjà arrivé de manquer de boire quelque chose avec le masque parce que j'avais oublié le masque. Voilà. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que je suis pas le seul. D'accord. Alors, quand on va enlever le masque, quand on a fini de l'utiliser, parce qu'on est rentré chez soi, parce que on va manger, on va boire quelque chose, ou que sais-je, il y a un conseil général, c'est de ne pas aller mettre les mains dessus. Alors, je vais expliquer quand même les choses. Si vous avez le masque et que vous êtes resté chez vous, et que vous avez croisé personne, vous pouvez le toucher comme vous voulez parce qu'il n'y a pas de microbe dessus, il n'y a pas de virus. Mais l'idée du masque, c'est de le mettre quand vous êtes peut-être avec quelqu'un qui va avoir le microbe. Parce que le masque, il vous empêche d'envoyer le virus si vous l'avez, mais aussi il vous protège dans une certaine mesure. Même le masque chirurgical, ce que je vous ai montré, c'est un masque chirurgical. C'est les masques les plus répandus. Il vous protège quand même un minimum face au virus à l'extérieur. Il ne vous protège pas à 100%, parce que ce n'est pas celui qui est le plus filtrant. Celui qui est le plus filtrant, c'est le FFP2, vous avez tous entendu parler, voire le FFP3, on en parle moins parce qu'ils sont plus rares encore. Mais il vous filtre un minimum. Et donc peut-être qu'il y a des microbes qui se sont collés là qui ne vont pas rentrer. Donc, quand vous l'enlevez, vous ne touchez pas, vous l'enlevez par les élastiques. Et après, poubelle. Alors, vous ne le mettez pas à la poubelle si vous l'avez porté 5 minutes. D'accord? Ça ne sert à rien. Vous mettez à la poubelle quand vous l'avez utilisé. Alors, on dit 4 heures. D'accord? Moi, je vais vous dire, je ne mets pas un chronomètre à 4 heures quand je l'utilise. Mais on dit 4 heures. On dit surtout, et c'est vrai que quand il est mouillé, il va être moins efficace. Et de toute façon, ça va dépendre de ce que vous avez comme masque, mais enfin, au bout d'un moment, il va s'user et de toute façon, il sera moins efficace. Donc, il faut le changer régulièrement. Mais maintenant, je vais vous dire un discours de vérité. Moi, je ne compte pas 4 heures au chronomètre. Parce que si vous avez indéfiniment des masques, allez-y, vous les foutez en l'air, c'est 4 heures. Moi, je pense que tant qu'il est en bon état, qu'il n'est pas mouillé, vous pouvez le garder un peu plus de 4 heures. Mais surtout, ça dépend ce que vous faites. Si vous allez prendre un transport en commun rempli de plein de monde, vous avez beaucoup plus de chances de croiser des virus que si vous êtes chez vous. Si vous êtes chez vous, il n'y a aucun intérêt. Je vais l'enlever d'ailleurs parce que ce sera plus agréable. Si vous êtes chez vous, il n'y a aucun intérêt à avoir un masque. Vous avez bien compris. Il y a un intérêt à mettre un masque quand vous êtes à proximité de quelqu'un qui ne vit pas avec vous, qui ne partage pas avec vous. Parce que vous connaissez le slogan, c'est « Mon masque vous protège ». Le masque que je porte, il me protège moi un petit peu, mais surtout, il va m'empêcher, si jamais j'avais le virus, moi aujourd'hui je ne pense pas que je l'ai, mais peut-être je l'ai, parce que peut-être je l'ai attrapé il y a 3 jours et je ne m'en suis pas rendu compte, ça va m'empêcher de le donner aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Là, ça marche plus le son. On n'a pas entendu. Il y a du larcène, ça répond là. Bon, enfin, sur les masques, juste sur les masques, nous, sur la commune de Conliège, depuis déjà 1 mois et demi, nous avons. Allez-y. Oui, depuis 1 mois et demi, nous avons lancé la fabrication de masques lavables par un atelier de couturières. Donc, ils en sont déjà à 300 masques. Donc, ils se réunissent régulièrement en respectant les gestes barrières, en faisant les masques aux normes AFNOR, ceux qu'on a reçus des normes AFNOR. Donc, ça, on en aura sans doute un par habitant. Il y a 700 habitants à peu près. J'ai commandé 700 masques également chirurgicaux pour les personnels, mairie, école, agence postale, etc. Et puis 1500 masques autrement par la région, puis par l'Association des maires du Jura, qu'on distribuera aux habitants. Donc, chaque habitant aura au moins 3 masques. Donc, là-bas. Donc, avec ça, il pourra quand même tourner. Il n'aura aucune excuse pour dire qu'il n'aura pas de masque. Et bien sûr, on leur remettra gratuitement. Il est hors de question de faire payer des masques pour la santé des habitants. Donc, il y a beaucoup de communes qui ont fait ça. Beaucoup de communes qui ont pris des initiatives, soit pour fabriquer des masques eux-mêmes avec leurs couturières, soit pour en commander par l'intermédiaire. La région nous a aidés, l'association des maires du Jura également.
Donc, on a pu commander des masques qui en sont en train d'arriver. J'en reçois une partie le 18, et puis ça va échelonner jusqu'au 2 juin. Si on se les fait pas voler en route, comme ça s'est passé hier en Espagne, où ils ont volé un camion de masques à destination de la région parisienne. Mais pour l'instant, on espère pouvoir les recevoir. Alors justement, on sait que certains hôpitaux ont manqué de masques. Est-ce que c'est toujours le cas actuellement? Alors, oui, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre, mais parce que je ne travaille pas à l'hôpital, mais ce que je sais quand même, pour voir presque tous les jours les collègues à l'hôpital, ça a toujours été tendu à l'hôpital, les masques. Tout au début de l'épidémie, les masques FFP2, alors vous vous souvenez, on en a beaucoup parlé, il y a les masques que je vous ai montrés, des masques chirurgicaux, hein, et puis il y a des masques qui sont plus protecteurs, qui sont plus lourds, plus épais, et puis qui sont plus chers aussi, qui s'appellent les masques FFP2. Et c'est ça qu'il faut protéger qu'il faut porter pour se protéger vraiment. Et c'est ça qu'on utilise à l'hôpital quand on va faire des soins aux patients qui sont malades. Bon, ces masques-là, ils sont vraiment rares. C'est-à-dire que depuis longtemps, dans les services hospitaliers, les gens ils font très attention, ils en utilisent juste ce qu'il faut. On ne peut pas dire que c'est l'abondance. Je crois, mais je veux être prudent, que comme il y a de l'entraide, comme les gens on va dire, se rationnent, il faut parler comme ça, il n'y a peut-être pas eu de rupture de stock complète, mais en tout cas, ça a été vraiment chaud. Et ce qu'il faut dire quand même, c'est que ce masque chirurgical là, qu'on n'est pas censé mettre uniquement pour se protéger, on est censé le mettre pour éviter de donner la maladie à d'autres, mais quand on soigne, on est censé avoir mieux que ça. Ben, des fois, il y a beaucoup de soignants, ils ont eu que ça. C'est beaucoup mieux que rien, faut quand même le dire. C'est beaucoup mieux que rien, mais c'est pas optimal. Voilà. Donc, oui, il y a manqué des masques, c'est un lieu commun, tout le monde le sait, mais oui, il y a manqué des masques. Alors évidemment, aujourd'hui, tout le monde se précipite pour en acheter. Les hôpitaux n'ont pas attendu, naturellement. On voit des choses navrantes, on voit des prix qui ont été multipliés par 10. On voit des vols, vous venez de le dire, monsieur le maire, des masques qui sont volés. C'est navrant, mais c'est pas compréhensible, mais je veux dire, c'est à chaque fois comme ça. Quand vous avez quelque chose qui prend de la valeur, et ben, ça suscite l'envie, et puis ça suscite la malhonnêteté. Voilà, donc ça a été compliqué dans les hôpitaux, et je vais être mesuré, mais je vais dire que c'est quand même bien dommage, quoi. Voilà, parce que clairement, dans les gens qui sont décédés de cette maladie, il y a des soignants, il y a beaucoup de soignants, pas que, bien sûr, mais il y a beaucoup de soignants, et il y en a beaucoup qui se demandent, et ceux qui leur survivent notamment, il y en a beaucoup qui se demandent s'ils avaient été mieux protégés, ce qu'ils l'auraient attrapé, quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça pose question. Voilà. Il y a eu aussi beaucoup de maires qui ont participé aux élections du premier tour, qui sont décédés dans la région Est notamment. Des maires, des élus qui, après les élections du premier tour, sont décédés du Covid-19. C'est des jeunes, mais enfin, il y en a pas mal qui ont payé de leur vie le fait d'avoir organisé ces élections alors qu'on était juste au début de la pandémie. Ça aussi, je pense que c'était une grosse erreur. Alors ça, c'est une question importante, cette question des élections du premier tour, parce que moi, je ne sais pas quoi en penser. Avant qu'elles aient lieu, on nous a expliqué qu'elles allaient se tenir avec énormément de précautions, avec des masques, du gel, etc., etc. Et moi, je ne sais pas si tout le monde a pu avoir tout ça. J'en sais rien. Mais vous me dites non, monsieur le maire, parce que... Non. On a fait attention. Voilà. Et ben là, c'est sûr qu'on a brassé du monde. Moi, je suis allé voter au premier tour, parce qu'il a été décidé donc, que le premier tour aurait lieu, donc je suis allé voter dans ma commune. Je sais que j'ai fait attention. Je sais, mais dans la commune où j'étais, qu'il y a une ville moyenne, que je ne vais pas citer, mais une ville moyenne. Il y avait les traits, tous les mètres, enfin, il y avait plein de précautions. Mais tout le monde n'avait pas de masque, parce qu'il n'y avait quasiment pas de masque à l'époque. Et même si on faisait attention, j'étais venu avec mon stylo pour signer la liste d'hébergement. Les isoloirs avaient déjà des rideaux qui n'avaient pas besoin de bouger parce qu'ils souvenaient de tout ça. Mais bien sûr qu'il y avait des concentrations de personnes. Et puis 3 jours après, on s'est confiné. Voilà.
Alors, moi, comme citoyen, mais monsieur le maire, vous le direz, parce que vous êtes élu, moi, je suis simplement un citoyen. Comme citoyen, ce que j'observe simplement, parce que je suis attentif à ce qui se passe dans mon pays, ce que j'observe, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de responsables politiques de plusieurs bords différents, hein, qui disaient il faut tenir les élections, la démocratie doit vivre. Et il y a beaucoup de gens qui disaient si on annule les élections, c'est un déni de démocratie, schématiquement. Moi, j'aurais pas voulu avoir à faire le choix, hein, Oui. parce que après coup, c'est sûr qu'on se dit oh là là, on n'aurait pas dû. Mais je voudrais juste dire, et ça c'est une réflexion de citoyen, et c'est une réflexion que j'ai souvent eue, et j'ai pas la réponse, hein, que si on les avait pas tenus, on aurait dit on muselle la démocratie. Je me mets à la place des maires aujourd'hui. Les maires aujourd'hui, certains conseils municipaux, beaucoup ont été élus dès le premier tour. Les maires ne sont pas installés, les conseils ne sont pas installés, mais l'élection est faite. Bon. Il y a certains endroits où vous avez un maire qui n'est pas installé, vous avez un conseil municipal qui n'est pas installé, et un maire qui poursuit son mandat. C'est mon cas. Et c'est peut-être votre cas. Voilà. Je ne sais pas si votre conseil a été élu déjà. Non, mais moi je me représentais plus. Donc, il y a un maire un conseil municipal qui était élu, mais avec lequel on travaille tous les jours. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais parce que moi, je suis durable. Parce que les choses se font bien. Mais s'il y avait, et puis après, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. Mais si on n'avait pas fait le premier tour, on aurait uniquement des conseils municipaux, on va dire, d'il y a 6 ans et quelques. On n'aurait aucune idée, quel que soit, on n'aurait aucune idée de quels seront les prochains exécutifs. Et on voit qu'aujourd'hui, les maires sont probablement, parce que le maire est le premier représentant de la cité, hein, au sens ancien du terme, c'est-à-dire que c'est à la fois le représentant de l'État d'ailleurs et le premier élu de proximité. Les maires sont clairement en première ligne dans la lutte concrète contre ce virus, et je ne sais pas comment ils auraient fait avec avec beaucoup moins de légitimité. Voilà, je m'arrête là, mais voilà la réflexion que le citoyen se pose. Mais nous, pour les élections, on avait pris toutes les précautions également. Il y avait du gel à l'entrée, du gel à la sortie. On avait tourné les isoloirs à l'envers en enlevant les rideaux. Tout le monde est venu avec son crayon. Et s'il n'était pas avec son crayon, on le nettoyait. On avait tous des gants pour le dépouillement. On était tous éloignés d'1,50 m. On avait tous pris des gants. Il y avait du gel. Donc, on a pris vraiment toutes les précautions. Puis, il n'y avait presque personne au dépouillement. Donc là, nous, on a fait attention, effectivement. Et il y a eu quand même moins de monde qui sont venus voter que d'habitude, quoi. Donc, ça a pu jouer un peu dans certaines élections pour peut-être les élections. Ça a peut-être eu des conséquences sur les résultats. Et monsieur le maire, si je peux vous poser la question, parmi vos administrés ou le conseil municipal, est-ce que des gens sont tombés malades peu de temps après? Non. Nous, on a eu un seul cas connu, c'est le restaurateur. Donc, qui était confiné 3 semaines. Donc, en plus, il a fait un test. Ça faisait 3 semaines qu'il était alité, maux de tête. Il n'arrivait pas à monter les escaliers parce qu'il était essoufflé. Il a une 50aine d'années par là. Il est en forme. Et puis, il est allé se faire tester. Le test était négatif. Donc, je pense que là aussi, il y a un gros problème avec les tests parce que lui, il sait bien que pendant 3 semaines, il était HS. Hein. Donc, il est allé à l'hôpital se faire tester. Le test était négatif. Là aussi, il y a peut-être des explications à nous donner sur les différents tests entre le test sanguin et les autres tests, peut-être, docteur. Oui, je veux bien vous donner une explication, si je peux. Hein, ouais. Aujourd'hui, le test qui existe, c'est un test où on va chercher le virus lui-même. C'est le test qu'on fait à partir de cette sorte de coton-tige, vous savez, qu'on met dans la narine. Vous avez vu sans doute les images. On appelle ça PCR, peu importe. C'est un test qui est assez complexe parce qu'on va chercher carrément le virus lui-même. Alors pourquoi on va le chercher au fond de la narine? Parce qu'en fait, quand on va au fond de la narine, on va en haut de l'arrière-gorge, quoi. Et c'est là où on trouve le plus de ces sécrétions qui viennent des poumons. C'est pour ça qu'on va le chercher là. C'est pas du tout pratique, c'est très désagréable au surplus. Et la méthode, elle est lourde, elle est onéreuse et elle est longue. Donc ça met du temps. C'est des machineries, c'est des produits, etc. C'est des tests qui se font habituellement pas en routine. Alors on le fait là parce que c'est le Covid et que mais c'est pas une méthode qu'on utilise en routine. En routine, on utilise pour les maladies de ce type-là des tests qui vont chercher les anticorps. C'est-à-dire qu'on va pas chercher le virus, mais on va chercher la trace du virus. Et ça, on le fait le plus souvent sur du sang. Donc on fait une prise de sang.
Et c'est des tests qu'on fait par exemple pour savoir si on a attrapé l'hépatite, exemple, ou d'autres maladies. C'est plus facile à faire, c'est moins pénible, c'est moins onéreux, et on peut en faire beaucoup plus. Et ça suppose qu'on a développé entre guillemets, la technique, enfin les réactifs pour faire ce nouveau test. Ce deuxième test, on appelle ça le test sérologique, d'accord? Parce qu'on va sur le sérum du sang pour aller chercher l'anticorps. Ce deuxième test, il peut être fait à plus grande échelle. Le premier test, PCR, avec cet écouvillon, une sorte de coton-tige qu'on met dans la narine, ce premier test, il est très très difficile de le faire à grande échelle. Voilà pourquoi la question de ces tests, aujourd'hui, elle n'a pas été encore résolue. Deuxième chose, je vais m'arrêter là sur les tests. Le test direct, le test PCR, il a beaucoup de ce qu'on appelle des faux négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas extrêmement sensible. Quand il dit que c'est positif, c'est sûr que vous avez le virus. Il n'y a pas de souci. Mais quand il dit qu'il est négatif, ben en fait, ce n'est pas une preuve absolue. Parce que dans 30% des cas, environ, vous avez le virus, on vous fait le test, sauf que le test, entre guillemets, il ne récupère pas assez de virus pour pouvoir le détecter. Donc, ce n'est pas un test qui est très très bon en dépistage. Voilà ce qu'on peut dire. Avant de passer la parole à Jean-Luc Buguet, j'ai une question. Il y a actuellement BFM TV qui vient de donner une information concernant l'Allemagne qui a été déconfinée il y a quelques jours et qui a reconfiné certaines régions de l'Allemagne à cause d'une recrudescence des cas du coronavirus. Est-ce que cela pourrait se produire en France? C'est à moi que vous posez la question? Oui. Oui. Ouais. Oui, je pense que ça peut se produire. C'est ce que j'ai dit tout au début de notre émission, et je vais le redire. On a mis tout le monde sous cloche. Bon, on a limité considérablement la diffusion du virus. Ça ne peut pas durer indéfiniment pour plein de raisons, humaines, économiques. Bon. Et tout le monde aspire qu'à une chose, c'est à trouver une vie normale. Sauf qu'on va avoir plus d'échanges, forcément. Donc, bien sûr qu'on va mettre un masque, bien sûr, etc., mais on va redonner la maladie. Enfin, forcément, il y aura des cas en plus. La question, c'est que si on a un petit peu plus, tranquillement, si je peux parler comme ça, on pourra gérer. Que s'il y en a beaucoup plus, on pourra peut-être plus gérer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 15 jours de battement. Il y a 15 jours de battement. Vous savez, c'est comme quand vous avez un bateau, un gros bateau qui avance. Quand vous voulez le faire tourner ou l'arrêter, ça ne se fait pas en 2 secondes. Il faut anticiper. Si vous n'anticipez pas, c'est cuit. Et là, c'est pareil. Donc, quand on dit on confine, on a le résultat dans 15 jours. Et on a de l'inertie, c'est-à-dire que si aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais quand le 17 mars, on a dit qu'on confinait, et ben on avait encore des cas qui augmentaient. Parce qu'il y a un gros délai entre le moment où vous pouvez attraper le virus et le moment où il vous donne une maladie grave. Voilà. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Nous sommes en direct avec Jean-Luc Buguet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gilet jaune à Lons-le-Saunier, ainsi qu'habitant à Lons-le-Saunier. Oui, tout à fait. Comment avez-vous pris le confinement? Le confinement, par lui-même, on l'a pris comme tous les citoyens, hein, c'est-à-dire c'est dur. Il y a l'isolement, il y a les contacts avec les amis, avec la famille. Et puis de l'autre côté, ce qui est surtout très pénible avec ce confinement, c'est le matraquage médiatique qu'on nous a fait, où on nous rabâche sans arrêt, comme si on était des imbéciles, des benets. Ne sortez pas, ne faites pas ci, prenez les gestes barrières. Je pense que les Français sont des gens suffisamment responsables et citoyens, et que, informer, c'est une chose, mais faire un matraquage comme ils l'ont fait, ça devient fort pénible, et c'est plus stressant que la maladie par elle-même. Docteur, qu'est-ce que vous pensez des informations données par les chaînes d'information qui donnaient les résultats tous les soirs et tous les jours du Covid-19? Alors, ce que dit Jean-Luc, c'est intéressant quand même, hein, parce que moi, je vais être franc, je me suis souvent dit la même chose. Bon. Pourtant, je suis dans le métier, je suis médecin. Bon, on pourrait se dire, ce gars-là, il a envie de réclamer à tout bout de champ, restez chez vous. Alors, c'est personnel ce que je vais vous dire, hein. Moi, je pense que le confinement est une bonne mesure, mais je pense que quand vous avez dit 10 000 fois restez chez vous, peut-être la 10 000e fois, vous commencez à en avoir marre de l'entendre.
Mais ça, voilà. Et je pense que c'est ce que Jean-Luc nous dit, quoi. Ça, c'est une chose. Mais après, je sais pas ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Parce que aujourd'hui, il faut sortir d'une grotte pour pas être au courant. Parce que franchement, tout le monde l'a dit partout, quoi. Mais effectivement, il y a des messages qu'il faut redire parce que on dit que la répétition, c'est la mère de l'enseignement, je sais pas. Bon, il faut peut-être enfoncer le clou. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il est rentré le clou. La deuxième chose, c'est les informations stressantes, les informations angoissantes. Ça, c'est toute la question de la presse. Alors là, on est dans un média local, mais si vous faites une émission pour rien dire, ça excite personne. Et si vous voulez faire du sensationnel, eh ben, tout le monde va vous regarder. Enfin, voilà. Et donc, il y a une grosse tentative, enfin non, tentation, pardon. Il y a une grosse tentation de faire de l'exceptionnel parce que ça fait de l'audience, parce qu'on a quelque chose à dire. Et du coup, on va monter en épingle des choses qui sont sans doute vraies, mais qui peut-être sont présentées de manière un peu angoissante. Cela étant, ce qui est vrai, la réalité, parce que moi je la vois, je l'ai vu, c'est mon métier, c'est des gens très malades, c'est des gens qui s'asphyxient, c'est des gens qui meurent, c'est des gens dans les maisons de retraite qui sont très malades et qui, alors je sais bien que beaucoup de gens l'ont dit, je vais le répéter, mais qui sont dans des situations d'isolement, qui sont dans des situations de dénuement parfois. Pas parce qu'on leur donne pas à manger, mais je veux dire de relatif dénuement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a parfois peu de personnel pour s'occuper des personnes qui y résident, des pensionnaires. Ces personnels eux-mêmes sont peut-être les personnes qui sont plus à applaudir, avec les gens qui sont dans la réanimation aussi. Et tout ça, c'est la vérité. Et moi, j'ai été dans les maisons de retraite pour soigner des personnes. Moi, j'ai été chez des personnes pour aller les soigner. J'ai vu des personnes asphyxiques. J'ai vu des personnes qui étaient en train de mourir de ce virus. Voilà, je les ai vus. Moi, j'ai un collègue avec qui j'ai travaillé assez proche qui est mort il y a quelques semaines. J'ai un autre collègue qu'on connaît bien dans le Jura qui s'appelle Éric Loupiac, avec lequel j'ai travaillé il y a quelques années, qui est mort aussi, il y a quelques jours, enfin, à peu près 2 semaines. Voilà, donc, enfin, je vais être un peu trivial, mais ça cause, quoi, vous voyez? C'est concret. Donc oui, des fois, la télévision est angoissante, mais si chacun a vu quelqu'un asphyxique en train de s'étouffer et de mourir, c'est peut-être encore plus efficace qu'entendre 10 000 fois restez chez vous, quoi. Ouais. Alors justement, est-ce que les médias ont pas empiré les choses? Est-ce que vraiment les médias ont fait leur boulot et à donner les bonnes informations au bon moment? Non, je pense pas qu'ils ont empiré les choses. On peut faire plein de reproches aux médias. Après, on a besoin des médias aussi. Enfin, non, ils n'ont pas empiré les choses. Non. Non, ce qui a empiré les choses, enfin, je sais pas ce qui a empiré. On a une épidémie, on a une sorte de bombe qui a été ce rassemblement en Alsace, à Mulhouse, qui a réuni 5000 personnes et qui ont été beaucoup contaminées et qui sont allés disperser la contamination aux 4 coins de la planète, pardon, de France. C'est pas de la faute aux médias, non. Mais effectivement, des fois, on voudrait bien avoir des informations sur ce qui se passe à côté de ça, quoi. À côté du Covid, il y a des questions sociales, économiques, il y a des choses qui se passent à l'étranger aussi, qui nous concernent indirectement. Oui, parfois, on voudrait bien que l'information ne soit pas centrée uniquement sur le Covid. Maintenant, je vous dis ça, et puis je suis en train de vous parler du Covid. Là, je peux vous parler d'autres choses, je peux pas vous parler d'autres sujets. Vous voyez, mais voilà. Justement, moi, je n'écoute plus la télévision. Je regarde la télévision la nuit. Je me mets sur Arte pour pas la citer parce qu'il y a beaucoup de documentaires ou des chaînes intéressantes. Je me suis complètement détourné des médias parce que le matraquage, comme ils le font, l'information est une chose. Le matraquage est très désagréable. En plus, les informations ne sont pas toujours les bonnes. Et malheureusement, moi, je n'écoute plus les médias parce que ils ne relatent pas les faits et ils nous fatiguent. Ils sont en plus du Covid qui est là, nous amènent un stress supplémentaire qui est désagréable à vivre. Merci Jean-Luc pour toutes ces précisions. Donc, est-ce que vous avez des questions à vous poser? Moi, j'aurais une
question, pardon, au docteur. Vous avez parlé d'urgentiste qui malheureusement est décédé. Alors moi, ce que je trouve honteux au niveau, disons, du président de la République et de tous ces grands dirigeants, c'est que tous les jours, on encense ces héros. Maintenant que le mal est fait, on les reconnaît, on les apprécie. Et il aurait été peut-être plus intelligent et plus juste à l'époque, les rémunérer et leur donner du matériel pour qu'ils puissent travailler et soigner les gens dans des conditions normales. Hein. C'est bien de féliciter quelqu'un qui est plus là, mais malheureusement, c'est plutôt de donner du matériel et tout ce qu'il faut quand les gens sont là pour soigner, parce que on sait que la médecine est quelque chose qui est important. Féliciter les gens, leur mettre des médailles ou donner des primes, c'est une belle chose, mais je pense que tous ces gens-là n'attendent pas ça, ils attendent de pouvoir travailler décemment et d'être heureux. Ils n'ont pas besoin de reconnaissance. Hein. S'ils ont choisi, je pense, ce métier, c'est parce qu'ils l'aiment et qu'ils veulent le faire correctement. Et je pense que moi, en tant que citoyen, on ne leur donne plus cette chose-là. Voilà. Une réaction, docteur? Oui, moi, je voudrais réagir effectivement à ce qu'a dit Jean-Luc. Il a dit plusieurs choses qui m'intéressent. La première chose, Jean-Luc, vous avez dit, je ne regarde plus les médias, mais en fait, si vous regardez certains médias, et quand vous regardez Arte, alors moi, je dis chapeau bas, parce que Arte, on dit que c'est une chaîne pour les intellos, mais moi, je pense que c'est une chaîne pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est une chaîne pour les gens qui ont les pieds sur terre aussi. Hein. Et effectivement, on trouve des choses un peu plus diversifiées que le message mis au forceps et un message univoque. Donc ça, c'est une chose. Sur les médias, après je vais répondre sur le reste, mais je voudrais dire un mot sur les médias, parce que c'est un sujet qui est important. Les médias, c'est la démocratie. C'est-à-dire avoir une presse libre, c'est avoir une démocratie. Ça, c'est important, premièrement. Deuxièmement, moi je pense que c'est mieux d'aller regarder Arte ou d'autres chaînes, et je connais des gens qui vont regarder des chaînes étrangères pour avoir une info avec un peu plus de recul, on va dire. Mais moi, je lis, enfin, j'écoute surtout parce que de temps en temps, je vais sur les réseaux sociaux et de temps en temps, je vois des gens qui font des vidéos, des youtubeurs, même si c'est pas ma génération, mais enfin, je m'y mets, quoi. Et j'entends des choses, j'entends du grand n'importe quoi. Et c'est quand même un risque aussi, parce qu'aujourd'hui, les médias, c'est ce qu'on appelle les grands médias, qui ont des défauts, hein. Le sensationnalisme, pour certains qui peuvent avoir, entre guillemets, une pensée unique. Moi, je pense qu'il faut être diversifié dans les médias. Je vous ferai une petite confidence après, sur les médias. Et puis, mais en tout cas, moi, quand j'entends des chaînes YouTube où on explique que les vaccins, c'est une saloperie, c'est fait pour nous faire dépenser de l'argent et qu'il ne faut pas vacciner ses enfants, quand j'entends des trucs comme ça, je suis horrifié. Donc, voilà sur les médias. On a quand même besoin d'une presse libre, parce que c'est un outil de la démocratie. Deuxièmement, oui, la confidence, c'est que je pense qu'il faut aller sur la presse, il faut voir la presse de tous bords. D'accord ? On a un échiquier politique qui est assez large, on n'est pas là pour parler de politique. On est là pour parler des choses qui intéressent les citoyens. Et sur plein de sujets, moi, je vais regarder la presse de tous bords, de la droite à la gauche. Et je pense que c'est très intéressant, et y compris du bord qui n'est pas forcément le nôtre. Toujours. Voilà. Ça, c'est une chose, et c'est une chose qui m'a fait perdre le fil d'une autre question que m'a posée peut-être Jean-Luc, parce qu'il a parlé de la presse. Oui, nos dirigeants. Là, on a un dirigeant là avec nous, hein, qui est maire d'une commune. À tout niveau, je pense que les dirigeants, ils sont en responsabilité. Et je pense que c'est facile de commenter, c'est plus compliqué de décider, déjà. C'est une chose. Sur les soignants, en général, ils ne demandent pas. Ils ne demandent pas tous à gagner plus, et notamment pas les médecins. Les médecins, on peut se plaindre, mais on n'est pas malheureux, d'accord ? Je pense qu'un médecin qui se plaindrait de son salaire, ce serait pas très décent. Parce que on a la chance de bien gagner notre vie. En revanche, effectivement, ce dont se plaignent les médecins, et je pense qu'ils ont raison, c'est de pas toujours avoir les conditions de faire son travail correctement. Alors, je suis désolé de dire quelque chose qui a déjà été dit plein de fois, mais je pense que ça peut être la raison. C'est vrai. Vous savez, jusqu'à cette semaine-ci, là, aujourd'hui, on pouvait distribuer 18 masques par semaine pour les soignants, notamment les médecins, les infirmières, etc., etc.
18 masques par semaine. Bon. Quand c'est votre métier, que vous voyez des gens tout le temps, tous les jours, et pendant très longtemps, c'était 18 masques chirurgicaux comme ça, et il n'y avait pas de masque FFP2 parce qu'on avait rupture de stock. Oui, donc ça effectivement, ça interroge. Voilà. En revanche, je vais m'arrêter là sur ce sujet. Il y a des gens qui sont aux affaires aujourd'hui, mais ça fait 15 ans. Ça fait une quinzaine d'années qu'on a acheté beaucoup de masques. Enfin non, ça fait une quinzaine d'années qu'on a acheté beaucoup de masques pour une ancienne épidémie. On a fait des stocks, dits stratégiques. Et puis qu'entre-temps, les stocks, on a trouvé que c'était une dépense inutile et puis on les a laissés filer. C'est tout. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. Et que si vous étiez venu il y a 6 mois nous dire est-ce qu'on a besoin de tant de masques, je ne sais pas qui aurait dit oui, il en faut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas aussi simple parce que c'est des choix qui sont des choix souvent anciens qui se révèlent aujourd'hui. Quand dans une commune, vous décidez ou vous décidez pas de vous doter d'un dispositif pour avoir de l'eau s'il y a un incendie, par exemple. Je suis médecin de pompier, hein, donc j'ai un regard un petit peu sur ce sujet-là. Là, c'est des décisions qui peuvent être lourdes si vous décidez de construire une réserve pour la défense contre l'incendie. Enfin, un maire, il sait de quoi je parle. Hein. Ces investissements qui sont lourds, ces investissements qui peuvent porter sur plusieurs mandats, qui peuvent commencer dans un mandat et qui peuvent continuer un autre. Et si vous prenez aujourd'hui un maire en exercice, vous dites « Ah, ben c'est de votre faute parce qu'on n'a pas fait ça », il vous dira peut-être que c'est des investissements qui se programment, parce qu'ils peuvent être lourds, qui se programment sur des budgets pluriannuels ou des choses comme ça. Et c'est pas forcément la personne qui est aux affaires aujourd'hui qui a l'entière responsabilité si pendant des années avant, tout le monde a dit « Ah ouais, mais ça sert à rien, ça coûte trop cher, je préfère faire autre chose ». On a laissé le stock de masques s'épuiser. On a décidé que ça coûtait trop d'argent et qu'il voulait mieux faire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, on le regrette. C'est comme la ceinture de sécurité en voiture. On n'en a pas toujours besoin, mais quand on ne l'a pas, on la regrette. Voilà. Oui, écoutez, au sujet des masques que vous évoquez là, j'ai entendu aujourd'hui qu'une grande partie de ces fameux masques étaient stockés et ont été jetés parce qu'ils étaient moisis. Alors, vous voyez, on a tellement d'informations qui viennent, disons, contrecarrer et qu'on ne sait plus quel est le vrai du faux. Qui dit vrai, qui dit faux, et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant on a de moins en moins confiance et aux médias et aux hommes politiques. Alors je parle pas des maires des petites communes qui sont près de leurs concitoyens, moi je parle des gens des grandes villes, hein, et eux, on a l'impression qu'ils se moquent un peu de tout ça, qu'ils gèrent ça un petit peu au coup par coup, et puis on s'en fiche, c'est pas notre problème. Voilà, c'est un peu le ressenti d'un citoyen, et moi je parle quand mon nom peur propre, et c'est un peu ça qu'on voit. L'argent des concitoyens n'a pas l'air d'être toujours géré si sérieusement que ça, quoi. Une réaction, monsieur Rogiret? Je ne vais pas trop parler de politique parce qu'on n'est pas là pour ça, mais moi personnellement, j'ai pas voté pour Macron, mais après, à partir du moment où il était le président de la République, après, il faut faire avec. Donc, nous, on a l'habitude dans les communes, dans les petites communes, de se débrouiller tout seul. On n'a jamais attendu après l'État pour faire ce qu'on avait à faire. Le seul cadeau que m'a fait l'État en 2020, c'est d'avoir diminué de 4 000 € ma dotation globale de fonctionnement. Alors que normalement, on avait prévu de ne pas les diminuer. Donc, c'est le seul cadeau que j'ai reçu de l'État depuis le début de l'année. Le seul service qui ne m'a rendu aucun service actuellement dans la crise du Covid, c'est l'État. Puisque à l'agence postale, par exemple, nous avons reçu un carton avec des masques, avec du plexiglas, etc. C'est tout prêt. À l'école, on n'a encore rien reçu, mais je pense que ça va venir. Mais l'État nous a jamais donné encore aucune consigne pour l'ouverture des mairies lundi. On n'a reçu aucun matériel pour l'ouverture des mairies lundi. Alors, on s'est occupé. On a acheté du gel, on a acheté des produits, on a des gants, on a des masques, on a tout ce qu'il faut, mais c'est sous la seule responsabilité des maires. Mais ça on a l'habitude. Donc, voilà. Je pense qu'il a manqué dans ce pays un peu de décentralisation. Parce qu'on est toujours dans un État jacobin où tout se décide par une seule personne ou 4, alors que ça s'est beaucoup mieux passé en Allemagne parce qu'ils ont un État fédéral avec des régions, avec des landes qui prennent des décisions plus rapidement et qui n'ont pas obligé d'attendre l'avis de 50 experts pour pouvoir prendre une décision. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que la crise a été mal gérée depuis le début, puisqu'il fallait attendre, il fallait ouvrir les parapluies. Chaque fois qu'on ouvrait un parapluie, c'était plus des parapluies, c'était des parasols. Et puis, si bien qu'après, ça a coincé un petit peu de partout. C'est mon humble avis de maire du terrain. Oui, merci. Pardon. Docteur, après, je passerai la parole.
J'ai pas entendu, pardon. J'ai pas entendu. De ce qu'a dit Jean-Luc juste avant. Sur la gestion publique, Oui. je vais essayer de tenir des propos mesurés, mais effectivement, comment je peux dire ça? C'est la patate chaude, quoi. C'est compliqué à gérer. Moi, je vais vous donner un autre éclairage, mais je pense pas que c'est contradictoire avec ce qui a été dit. Je vais donner l'éclairage peut-être du professionnel de la médecine, hein, pas du reste. Hein. La crise, elle a été gérée par le ministère de la Santé. Elle a été gérée par des gens, par des hauts fonctionnaires, par des décideurs, des gens qui ont l'habitude de gérer plein de choses, de manière, comment dire, assez théorique et complètement centrée sur le fonctionnement de l'hôpital. Point. Donc la crise a été gérée par une administration centrale à Paris, donc pas parce qu'on est à Paris qu'on n'est pas bien, hein, mais je vais dire avec une vision très très centrale, très théorique, de gens qui administrent essentiellement les hôpitaux. Donc avec très peu de prise en considération de la médecine en dehors de l'hôpital. Et la médecine en dehors de l'hôpital, c'est déjà les médecins, les infirmiers, les pharmaciens d'officine, en ville ou à la campagne, hein, d'accord et puis une sorte d'ignorance un petit peu de tout ce qui se passe à côté. Alors moi je le vois très bien chez les pompiers, parce que je l'ai déjà dit, je suis médecin de pompier, et, les pompiers ont été considérés comme un truc inexistant, mais pas que les pompiers, hein, les médecins généralistes ont été laissés à leur libre arbitre, voilà. Et donc ça a été géré de manière assez théorique. Je ne dis pas que ça a été mal géré, parce qu'on a eu des épidémiologistes, des gens très savants qui ont fait ces modélisations, vous savez, avec cette courbe de la courbe qu'il faut aplatir avec les cas d'infection. Bon. Mais oui, c'est très centralisé. Jacobin, hein, pour que tout le monde comprenne, c'est un modèle d'organisation publique où le pouvoir il est central. Hein. Mais en même temps, enfin, c'est pas la bonne expression à utiliser, mais il faut dire aussi que tout le monde attend beaucoup de choses de l'État, quand même. Voilà. Donc on a ce paradoxe, et je ne sais pas comment il faut le résoudre. Hein. Moi, je n'ai pas d'idée, je n'ai pas de solution magique. Hein. On a ce paradoxe où on a des directives qui sont parfois absentes, parfois assez théoriques, et qui sur le terrain restent très abstraites, et concrètement il n'y a rien. Et en même temps, dans ces situations de crise, on veut plus d'État, quoi. Parce qu'on veut un État protecteur, on veut avoir des aides. Moi, j'ai une amie qui tient un commerce. Ça fait pas très longtemps qu'elle l'a ouvert. Elle est dans une situation très inquiète, parce qu'en plus, c'est un commerce alimentaire. Enfin, pas alimentaire, comment je vais dire, elle est dans la restauration. Et elle ne sait pas quand elle va ouvrir, elle est dans une situation catastrophique, elle rembourse des emprunts, enfin, bon, il y a plein de gens comme ça. Et on attend l'État, là. Qu'est-ce qu'on attend? On attend des aides, on attend des exonérations de charges, d'une part, et des aides directement, etc. etc. Vous avez vu, Air France va emprunter 4 milliards d'euros parce que les avions sont coulés, il y a zéro rentrée d'argent, et puis je pense que les dépenses sont énormes. Et c'est l'État qui va garantir les prêts, voilà. Voilà, c'est un paradoxe, j'ai pas la réponse, je ne veux pas être trop long sur le sujet, j'ai pas la réponse, mais oui, j'ai vu des trucs complètement théoriques, complètement bureaucratiques, entre guillemets, et en même temps, on attend beaucoup de l'État. Voilà. Oui, mais quand on entend un président qui nous annonce au premier jour du virus qu'on est en état de guerre, moi je pense que quand un président annonce qu'on est en état de guerre, il faut au moins avoir le matériel pour armer ses troupes, et puis pas sans arrêt compter sur le peuple, parce que le peuple est là bien sûr pour aider ses concitoyens, son pays, mais le président est là quand même pour guider. Moi je pense qu'il est beaucoup plus performant au niveau de la répression, parce que quand il s'agit de mettre en place tout ce qui est système amende, contrôle de la circulation, ça fonctionne très bien, mais quand on met en place un problème pour résoudre la santé, ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors là, il y a quand même 2 poids 2 mesures. On s'aperçoit quand même que la répression est beaucoup mieux gérée que la crise actuelle. Un mot, monsieur le maire?
Je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'on était aussi près qu'en 40, quoi. À peu près, les armées françaises étaient prêtes, comme l'État l'était pour cette crise-là, sans faire de parallèle. Je ne sais pas si c'était un autre président, si ça serait mieux passé. Je ne pense pas que ça soit un problème de personne. C'est plus un problème d'organisation. Donc, je me mets à la place des gouvernants, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu ou du centre. Déjà, dans une petite commune, c'est pas facile, mais alors au niveau national, c'est pas facile de piloter tout ça. Ce qui n'excuse pas toutes les erreurs qui ont été commises, hein, bien entendu. Donc, sur la répression, ça, c'est un autre sujet, effectivement. C'est peut-être plus facile à faire que de proposer des masques. Oui. Mais voilà, mais bon, vous parliez justement de la dernière guerre. Hein. On peut dire que c'est géré exactement pareil, parce que quand on a vu la débâcle en 40, c'était parce que le président de l'époque n'était pas plus compétent que celui de maintenant. Moi, je fais pas de politique, je constate simplement des faits. Je m'aperçois que ils sont à un pouvoir. Tout quand tout va bien pour eux. Et dès qu'il faut régler un problème qui n'est pas prévu, eh bien, quel que soit l'homme politique et sa couleur politique, avec tous les défauts de l'être humain, bien sûr, et ils sont pas à la hauteur et ils ne gèrent pas correctement. Voilà, parce que en 40 on a eu la débâcle et en 2019, 2020, eh ben on a la crise qui est mal gérée. Un mot, docteur? Oui, je partage pas complètement Jean-Luc quand il dit la crise est mal gérée. Je pense que les choses étant ce qu'elles sont là, c'est-à-dire dans la situation où on s'est trouvé au début de l'épidémie, avec, faut dire les choses, avec un système de santé qui est quand même paupérisé, quoi. D'accord? Parce qu'on a fermé des hôpitaux, on a fermé des lits. Tous les hôpitaux sont dans une crise financière qui fait que ils embauchent le moins de gens possible, ou plutôt ils essayent de diminuer etc. Donc on a un système qui est fragile, paupérisé. Je ne parle pas des masques parce que j'en ai déjà parlé. On a considéré qu'avoir 1 milliard de masques c'était trop et puis qu'on pouvait s'en sortir avec beaucoup moins parce que d'ailleurs on s'en sert jamais. Donc pourquoi donc on s'emmerderait à garder des masques? Au passage, c'est pour ça qu'on en a retrouvé des semble-t-il effectivement moisis parce qu'ils ont été conservés. Vous savez, quand vous conservez à la cave chez vous pendant 15 ans un truc dont vous ne vous servez jamais et qui vous dit, ou vous dites de toute façon ça ne me servira pas, eh ben vous le conservez pas bien. Hein. Tout le monde a fait pareil. Hein. Et quand il y a quelque chose auquel vous tenez, vous faites un peu attention. C'est exactement pareil. Bon, donc c'est la situation qu'on a, comment je vais dire, qu'on a trouvée, enfin, qui était la nôtre quand la maladie est apparue. C'était ça le problème. Aujourd'hui, très sincèrement, je pense que les gens qui gèrent, ils ont que ça en ce moment en tête. Ils sont là-dedans jusqu'au cou comme nous. Et très sincèrement, ce serait un parti ou un autre, je pense pas que ce serait très différent. Parce que je pense qu'ils font... je pense pas qu'ils ont aucun intérêt à faire mal, quoi. Non, la question, c'est qu'on gère cette crise, avec des administrations qui sont avec leurs réflexes, parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques. On dit le président tel ou le ministre, mais c'est des têtes de pont, en fait. Hein. C'est eux qui vont prendre une décision quand il faut prendre une décision pour trancher, mais c'est toutes des administrations, tous des systèmes qui sont des gros systèmes. Et ça se retrouve à tout niveau. Alors, dans une petite commune, je ne sais pas quelle est la taille de votre commune, monsieur le maire, mais en général, l'équipe est toute petite et puis il y a très peu de fonctionnaires. Une plus petite commune, il y a 1, 2, 3 agents communaux, très 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 peu. Et là, on est quasiment dans une gestion de bon père de famille, familiale. Mais même dans une commune moyenne, il y a une administration, il y a plein de choses. Voilà. Donc, je vais essayer d'être bref, mais c'est la situation dans laquelle on a pris cette crise qui était compliquée. C'est comme en 40. Pourquoi est-ce que... Alors, je ne suis pas historien, et puis je n'étais pas né à l'époque. Hein, je suis né 25 ans plus tard. Mais quand on est arrivé devant ce conflit, on n'était pas armé de la façon dont il fallait, et clairement, on était moins fort. C'est tout. Et bien là, je pense qu'aujourd'hui, si on doit prendre l'analogie, moi, je ne suis pas très fanat avec l'analogie de la guerre, hein, très franchement. Hein. Bon, c'est le mot qui a été utilisé par le président de la République, très bien. Je ne sais pas s'il faut parler de guerre, bon, peu importe. Mais c'est qu'on est moins fort, c'est tout. Hein. Enfin, il faut être clair. On a été, entre guillemets, moins fort que la maladie parce que déjà, on était juste. On était déjà juste. Vous savez, tous les hivers,
tous les hivers, dans les hôpitaux, ça craque à cause des maladies infantiles de l'hiver, des grippes. On a toujours dit 8 000 morts par an, 8-10 000 morts par an de grippe, c'est vrai. Hein. Tous les hivers, ça craque parce qu'il y a des congés. Donc, comme on est ric-rac en personnel, on est obligé de fermer des lits à l'hôpital. Tous les hivers, c'est compliqué. Tous les étés, c'est compliqué à l'hôpital parce qu'il y a des grandes vacances, parce qu'il faut bien que les gens partent en congé. Quand les gens partent en congé, on est obligé de fermer des lits. Fermer des lits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre un patient dedans, pas parce que le lit n'existe pas, le lit, c'est l'objet, il est dans la chambre. Hein. Mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper des gens qui sont dedans. Tous les hivers, tous les étés, c'est la crise, et entre deux, c'est tendu. Donc, quand il arrive quelque chose, on est déjà au côté. C'est ça qui se passe. Mais ça les inquiète pas beaucoup en temps normal, le manque de personnel, le manque de matériel pour soigner les citoyens ne les inquiète pas beaucoup. Comme vous dites, c'est des statistiques, c'est des belles courbes avec des belles couleurs, mais l'individu au cœur du système n'est pas beaucoup concerné et pas beaucoup pris en considération. Et c'est vous qui êtes sur le terrain, qui prenez bien souvent les accrochages avec les patients, comme on le dit, patients, parce qu'ils ont attendu des heures et des heures, qui sont malades, qui ont mal, qui comprennent pas pourquoi on les fait attendre. Hein, et c'est les gens qui sont sur le terrain qui subissent ça. Alors la technocratie, à un moment, il faut aussi la ranger. Il faut aussi mettre l'humain devant toutes ces choses, et puis arrêter de remplir des belles pages avec des beaux croquis, des beaux camemberts, et puis rendre un petit peu à César ce qui est à César, et fonctionner un petit peu intelligemment. Enfin, je pense que c'est comme ça que la France devrait marcher. Quand un président est le représentant d'un peuple, son premier souci, ça devrait être, quelle que soit sa couleur politique, de rendre son peuple heureux. Un mot, docteur? Vous savez, tout ça, ça coûte de l'argent. La santé. Oui. Je pense que personne n'a envie que les gens soient mal soignés. Je pense que personne n'a envie que les patients attendent effectivement des heures et des heures. Je trouve que ça coûte de l'argent. C'est tout simple. Hein. Enfin, à la fin de la fin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que c'est des emplois, d'accord? C'est des salaires à payer à la fin du mois. Et les salaires, c'est des impôts. Alors, je simplifie un peu, hein, mais enfin, je simplifie pas trop. Hein. C'est des impôts. Enfin, c'est des impôts et des cotisations sociales, parce que pour l'hôpital, c'est essentiellement l'assurance maladie. Mais ça change pas grand-chose, parce que cotisations sociales ou impôts, on va dire c'est des prélèvements obligatoires. Moi, je voudrais juste dire que je pense que gouverner, c'est faire l'équilibre entre j'ai pas envie de mettre trop d'impôts et j'ai quand même envie de garder des services publics. Moi, comment je vais dire? Moi, je pense que les services publics ont un intérêt majeur. Je pense qu'on doit être dans une société avec, je dis pas que tout doit être public, hein, je suis pas là-dessus, hein, mais je dis que les services régaliens, c'est-à-dire les fonctions fondamentales de la cité, elles doivent être tenues par des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils sont payés par l'impôt. Et les gens, quand ils payent leurs impôts, ils doivent se dire, moi, je sais pourquoi je paye des impôts. Je paye des impôts parce que, parce que quand j'ai besoin, j'ai un pompier, j'ai un gendarme, j'ai un policier, j'ai une infirmière, j'ai un médecin à l'hôpital, j'ai quelqu'un qui va chercher mes ordures ménagères quand je vais sortir mon sac, etc., etc., etc. J'ai une route, je roule sur une route, je vais parler de la voirie, parce que je parle à un maire aussi, je roule sur une route correcte, et ça coûte énormément d'argent. Pourquoi ça coûte de l'argent? En particulier, parce qu'il faut payer les gens qui s'en occupent. Voilà. Donc, si on ne veut pas payer d'impôts, on n'aura pas de service public. Si on veut un service public, il faut payer des impôts. Voilà. Voilà ce que je veux dire là-dessus. C'est pas une réponse de Normand, c'est que on a tous envie qu'il y ait plus d'infirmières, plus de médecins, mais on n'a pas forcément tous envie de payer des impôts en plus. Les impôts sont toujours là quand même. Hein. La taxe d'impôt arrive tous les ans. Voilà. Et tous les services que vous avez cités sont des services qui sont maintenant privatisés avec des fonctions minimum, parce qu'on a énormément critiqué les fonctionnaires. On disait que c'était des feignants, des bons à rien. Mais tous ces bons à rien, quand ils avaient fini une tâche, partaient sur une autre, faisaient leur boulot correctement, ne coûtaient pas plus cher que ces sociétés privées qui ont, eux, bien cadré leur mission et leur
responsabilité. Et quand ça dépasse, c'est un surcoût énorme et important. Et là, les impôts continuent à tomber avec un service qui est beaucoup moins. Et voilà, c'est peut-être mon côté gilet jaune qui ressort. Moi, j'étais aussi agent d'entretien dans la fonction publique territoriale, donc je sais de quoi je parle. Et croyez-moi que de toujours tirer à rose sur des gens qui, soi-disant, sont des bons à rien et qui font le même travail que les gens du privé, mais eux, regardaient moins parce que quand ils avaient fini, comme je vous le dis, partez faire autre chose. Dans le privé, on leur dit que tu es rémunéré pour faire cette chose-là, l'autre fonction sera un supplément, et voilà où on en arrive actuellement. On est en train de se rendre compte. Je pense que cette crise, elle a un bénéfice, c'est qu'elle nous permet de bien prendre conscience de ce qui est utile. Et alors, c'est une expression qui n'est pas de moi, mais ça, on parle beaucoup de la France d'en bas. Et on est en train de se rendre compte que les services essentiels aujourd'hui, pour beaucoup, moi, je suis médecin, alors je suis peut-être pas représentatif, parce que quand on parle de la France d'en bas, on ne parle pas des médecins. Mais les gens qui sont au SMIC, qui sont à petits salaires, il y a des petits salaires dans la fonction publique, beaucoup. C'est eux dont on a besoin tous les jours. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent pendant le confinement, c'est souvent eux. Et il y a une sorte d'inversion des, pas s'il faut dire des valeurs, mais enfin en tout cas des stéréotypes. C'est qu'on se rend compte que les emplois les plus utiles, c'est souvent les emplois les moins rémunérés et parfois, autrefois, parce que je pense que ça est en train de changer, les moins considérés. Aujourd'hui, on applaudit, pas que les médecins et les infirmières, on applaudit la personne qui va vous servir dans le magasin, qui va à la caisse, le routier qui va vous amener l'alimentation, la personne qui va collecter les ordures ménagères, etc. Le technicien qui va remettre le courant quand le courant est coupé parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur une ligne électrique. Tout ça. Je ne vous parle pas des aides-soignants qui s'occupent des personnes, des aides à domicile. Voilà. Et ça, c'est des petits boulots, c'est des petits salaires. C'est des gens qu'on n'entend pas trop. Voilà. Oui. On doit garder ça en tête, je pense. Oui, vous voyez, moi, il y a une chose qui me surprend et qui me choque un petit peu. Quand vous dites, mais moi, je suis médecin, j'ai un bon salaire. Moi, vous savez, le salaire d'une personne ne m'intéresse pas. Je pense que si la personne fait un travail, si elle a des compétences, il faut pas regarder son salaire. Il faut regarder, elle a l'argent qui correspond à ses qualifications, à son mérite. Et qu'on soit, comme vous le dites, de la France d'en bas ou médecin ou ministre ou avocat, l'argent, n'est pas, et c'est peut-être là qu'est le problème actuellement. C'est qu'on fait des classes avec des sommes, chaque personne a une valeur, et comme vous le dites, maintenant on se rend compte que la petite caissière est aussi importante que l'avocat ou que l'instituteur ou que le préfet. Mais pour en revenir aussi au confinement, ce qui a été bon, parce que ça a ouvert ces choses-là, et aussi néfaste, c'est que ça a ressorti l'agressivité ces gens-là qui ont été méprisés pendant plusieurs années, mal considérés, et quand vous allez dans les grandes surfaces, ils reprennent un petit peu leur revanche, et ils sont un petit peu, disons, qu'ils montrent maintenant qu'ils existent, et ça amène une sorte d'agressivité. On espère qu'avec le déconfinement, ça reviendra normal, et que on continuera à les voir du même œil qu'on les a vus maintenant, quoi. Vous direz ? Non, parce que le principal problème, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est que comment ça va se passer après dans les hôpitaux, parce qu'on a l'impression que, de nouveau, les directeurs d'hôpitaux ont repris la main, ils commencent à compter combien que ça a coûté, combien que ça va coûter, etc., etc. Donc, il y a eu la financiarisation de la gestion des hôpitaux. Bon, c'était peut-être une chose qu'il fallait faire à un moment donné, avec des directeurs d'hôpitaux qui avaient comme objectif uniquement l'aspect financier et non plus l'aspect médical. Donc, il en fallait sans doute. Donc, maintenant, mon inquiétude, c'est est-ce qu'on va vraiment mettre les moyens dans les hôpitaux, dans les hôpitaux publics, mettre les moyens pour que les services puissent fonctionner normalement et qu'on ne soit pas sans arrêt en crise, comme on en a eu avant avec aux urgences, avec la suppression du SMUR 2, comme on a eu dans d'autres départements. Donc, c'est la question que je me pose. Est-ce que cette crise-là va nous servir à investir dans nos services publics, notamment les plus importants comme la santé, ou bien est-ce qu'on va tirer un trait dessus par la suite? Un mot, docteur? Sans être devin, je pense que la crise, elle leur a remis un peu certaines choses à leur place, et on voit bien que les priorités risquent de
bouger un peu et j'espère dans le bon sens. Ouais, je suis assez optimiste de nature, alors je pense que. Alors, bien sûr qu'il y a des choses qui vont revenir un peu à la normale, mais. Enfin, à la normale, à l'ancienne. Mais oui, aujourd'hui, on va avoir un autre regard sur beaucoup de choses. Et je pense plutôt en bien. Ça nous ramène aux fondamentaux, ça nous ramène à l'essentiel. Voilà. Mais je répète, hein, enfin, je vais me répéter, mais tout ça, c'est un coût. Hein. Ce qu'on a envie, c'est de payer des impôts pour des choses qu'on voit et qui nous paraissent utiles. Voilà. Mais rien n'est gratuit. Hein. Voilà. Mais les sociétés privées, les gros cabinets, les laboratoires pharmaceutiques qui coûtent, ça coûte cher, bien sûr, de faire de la recherche. Hein. Eux sont pas gratuits non plus. Et malheureusement, là, on se trouve devant le problème de gens, comme on le disait tout à l'heure, de la France d'en bas, qui n'ont pas de gros revenus, qui regardent les médicaments, disons, de bonne qualité, où se trouvent face au générique. Le générique, on sait ce que c'est. Hein. On a beau nous raconter plein de choses. Il a fonctionné à une époque, mais c'est un médicament qui est dépassé, hein, qui a cessé d'évoluer parce que voilà. Et on a une médecine à deux vitesses. Hein. On a les gens qui ont les moyens de se soigner, qui ont des bonnes mutuelles, qui ont des moyens financiers assez agréables, et puis les gens du peuple qui ne peuvent plus se soigner et qui eux font avec ce qui reste. Moi, pour vous parler de la crise, vous voyez, quand on entend sans arrêt dans les médias, soignez-vous, la santé c'est important. Juste avant la crise, j'étais allé me faire arracher les dents parce que j'avais une mauvaise dentition. On m'a téléphoné, on m'a dit votre dentier, vous l'aurez dans 1 mois et demi. Et bon, si vous savez, vous êtes bien placé pour savoir que quand on mange mal, on mastique mal, on a des problèmes de digestion, d'estomac. Voilà. Alors, bien sûr, bon, c'est une banalité par rapport au virus, mais je pense que ça a été pris très très légèrement, qu'on a tout bloqué, tout paralysé, qu'on s'est focalisé bien sûr sur quelque chose d'important, mais il aurait fallu réfléchir un petit peu parce qu'on sait aussi que ce virus, il n'est pas tombé du jour où on nous a confinés, il était là bien avant, personne ne s'en est inquiété ou personne n'a souhaité en parler. Hein, et alors, ne pas en parler, c'est pas grave, mais il aurait peut-être fallu faire les démarches et s'en inquiéter dans le silence, mais être opérationnel quand la crise est arrivée, ce qui n'est pas le cas. Hein, puisqu'on se l'est pris de plein fouet et tout ce qui en découle sur la santé, les gens qui ont des problèmes qui vont être opérés ne sont pas opérés, hein, ou 1 sur 2 parce que comme vous le disiez, il y a beaucoup de lits qui sont pris à cause du virus et voilà quoi. Alors la santé, elle est à 2 vitesses. Voilà le problème de la France actuelle. Merci Monsieur Bulguet d'avoir répondu à nos questions. Docteur, nous avons une question de Gismoto. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du déconfinement. J'en pense du bien, mais il faudra être prudent. Alors, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais je vais le redire pour notre spectateur ou spectatrice. Si je vois la photo, c'est peut-être une fille. Je pense que moi, je suis très content qu'on se déconfine, mais il faut faire assez attention parce que sinon, on peut se retrouver à nouveau à l'hôpital. Voilà. D'accord. Allons-y, mais prudemment. D'accord. On a eu des questions aussi cet après-midi sur la carte, le Jura qui est resté en rouge. On a beaucoup dit que le Jura n'a pas été beaucoup touché. Pourquoi que le Jura reste encore en rouge à cette heure? Alors moi, je vais écouter. Alors, vous avez bien compris que c'est pas moi qui dessine la carte. Hein. Mais oui, j'ai écouté. Non, mais je vais vous répondre parce que j'ai écouté ce qu'a dit le ministre. Et si j'ai bien compris, je crois avoir compris, il a dit nous, on va fonctionner par région entière. On va fonctionner par région entière, même si dans une région, il y a des endroits qui sont en vert ou en orange. Mais si dans la région entière, on est plutôt dans le rouge, on va mettre tout le monde dans le rouge. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, c'est pas tout à fait faux, que les hôpitaux, ils s'entraident et que on va mettre les patients, pas forcément à l'hôpital, par exemple, si on est à Lons et qu'à Lons, il n'y a pas assez de place, on va aller, je ne sais pas où on va aller, si on va aller à Dijon, si on va aller à Besançon, si on va aller à quel endroit, mais on va aller à proximité. Voilà. Donc, les régions, c'est tout entière. C'est tout ou rien. Et donc, quand vous voyez la carte, si je ne me trompe pas, il y a la Bourgogne-Franche-Comté, il y a le Grand Est, il y a la région parisienne et il y a les Hauts-de-France. Enfin, l'Île-de-France, pardon, et les Hauts-de-France. Sauf à ce que je me trompe. Hein, mais, et donc, c'est régions entières. Bonjour Fabrice. Voilà.
Merci. C'est régionalisé, oui. C'est pour éviter en cas de crise éventuellement d'une nouvelle vague dans le Jura qu'on soit obligé d'emmener des malades dans les hôpitaux de Besançon ou de Dijon. Donc c'est pour ça qu'on a créé une entité régionale pour éviter que travailler dans un département et pas avec les autres départements limitrophes, quoi. C'est un peu ça ce que j'ai compris, moi. C'est ce que j'ai compris aussi, c'est ça. Ouais. D'accord. Vous savez à peu près combien on a de lits de réanimation dans le Jura? Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire pour le Jura. Ce que je peux dire, c'est qu'on est, en temps normal, on a 5000 en France. Dans un département, allez, ça m'étonnerait qu'on arrive jusqu'à 100 en temps normal. Il y en a peut-être plus en ce moment. Mais ça se compte en dizaines, hein, maximum. Hein. Il me semble qu'on en a 8, mais je suis pas sûr. Je ne vais pas donner de. Je sais pas. Alors, je ne vais pas vous dire de sottises parce que j'exerce pas dans le Jura. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'en France, même si on est arrivé à 10 ou 12 000 lits de réanimation au maximum, si tout le monde est malade d'un coup, ce sera largement insuffisant. Ça, c'est très clair. C'est sûr. Donc, c'est pour ça. Notamment on a eu la différence avec l'Allemagne, notamment, qui avait beaucoup plus de lits que nous. Par 1000 habitants, ils étaient beaucoup plus équipés en Allemagne que nous. On avait un bon retard là-dessus. C'est simple, hein, les Allemands, ils sont plus riches, plus disciplinés que nous. Hein. Et plus décentralisés. Vous parliez de décentralisation tout à l'heure. Oui. Ils sont plus décentralisés. Alors, que dire de ça je ne sais pas s'il faut dire qu'il faut prendre exemple, mais enfin, voilà, l'Allemagne, c'est un pays qui, pour l'instant, réussit mieux que nous. Voilà. Merci. Donc, on va vous laisser la parole à chacun avant de clôturer cette émission. Jean-Luc, avez-vous une dernière question à poser à quelqu'un du plateau? Moi, j'ai pris l'émission en cours de route, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai eu quelques problèmes techniques, donc j'ai pas entendu le début de l'émission. Peut-être que ça serait une répétition. Tout à l'heure, quand on parlait de déconfinement, bon, bien sûr que c'est bien, ça fait plaisir pour tout le monde. Ça peut aussi stigmatiser parce que quand on est dans une région en rouge, on peut un petit peu être regardé de travers. Bon, on nous dit qu'on pourra pas sortir à plus de 100 km à vol d'oiseau. C'est déjà quelque chose d'assez marrant parce que je pense pas qu'on ait des avions au diesel. On nous dirait à 100 km de route, on pourrait le comprendre, puisque ça serait, on va dire, dans notre département, aux alentours de notre ville. Et 100 km à vol d'oiseau, enfin, moi, j'ai des mots à situer jusqu'où j'aurais le droit d'aller. C'est vrai. Et ils ont toujours des calculs d'apothicaire parce que on reste dans une logique où tout le monde peut comprendre parce que bon, comme sans arrêt on essaie de nous faire croire qu'on est un peu bête, il faudrait rester dans quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse analyser et qu'on puisse se dire là on peut, là on n'a pas le droit parce qu'on dépasse la limite quoi. Et tout à l'heure, vous parliez de l'Allemagne. Bon, moi, j'entends beaucoup. On fait souvent des rapprochements avec tel ou tel pays. Mais est-ce qu'on oublie aussi de nous faire comme rapprochement? C'est quand ça fonctionne bien. Parce que quand on est les mauvais élèves, on nous fait le reproche de pas se comporter comme certains pays. Mais par contre, quand certains pays, eux, fonctionnent sur certaines façons de gérer, on n'en entend pas parler. Et ça fait plaisir aussi. Hein. Alors après, on est tous, bon, voilà, personne n'est parfait. Un mot, docteur? Bon, on a dit beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est très bien de confronter enfin, je vais parler comme médecin. C'est très bien de confronter les professionnels de tel domaine au bon sens et à ce que le citoyen a envie d'exprimer. En d'autres termes, moi, ce que dit Jean-Luc me parle. Et je pense qu'on doit écouter l'usager. Voilà. Je pense qu'il faut dire le citoyen, l'usager, etc. On doit écouter l'usager. Et dans le même sens, je pense que l'usager doit faire aussi confiance aux gens qui sont en charge de n'importe quoi. Moi, je parle dans la médecine, mais ça peut être d'autres choses. Voilà. Je pense que c'est une sorte de donnant-donnant. Donnant-donnant, c'est peut-être pas le bon terme, mais ça doit être réciproque. C'est-à-dire que nous, qu'on est en charge de l'action publique, que ce soit pour soigner ou pour administrer une commune ou autre chose, je pense qu'on doit avant tout écouter ce que nous disent les gens
Écouter, ça ne veut pas dire je fais n'importe quoi, j'écoute le dernier qui a parlé, hein, mais ça veut dire prendre en considération les attentes des personnes, être en capacité de leur répondre et éventuellement de leur dire bah, je ne suis pas d'accord, mais pour telle raison, et on ne peut pas faire ça pour telle raison. Mais expliquer. Et dans l'autre sens, je pense qu'on doit aussi avoir la confiance des gens dont on s'occupe, on va dire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui manque. Ça manque des deux côtés. Ça manque parfois que les gens qui sont en gestion n'écoutent pas trop les personnes qui les administrent ou qui soignent ou qui aident. Et ça manque aussi, je dois le dire, hein, que parfois les citoyens ont un manque de confiance et que ce manque de confiance, il est généralisé, il n'est pas bon. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Un dernier mot, docteur, avant de finir cette émission spéciale. Bon, bah, j'ai déjà dit plein de mots. Non, je vais finir avec ça. De la confiance. D'accord. La plupart des gens, malgré tout, sont de bonne foi. Voilà. Il ne faut pas voir le mal partout. La plupart des gens qui vont vous soigner, la plupart des gens qui vont vous administrer, même votre mère, même le fonctionnaire X ou Y, je ne pense pas qu'ils se lèvent le matin en disant tiens, je vais arnaquer tout le monde. Voilà. Un peu de confiance réciproque et discuter et expliquer. Que le citoyen explique les problèmes concrets qu'il a et ce qu'il attend, et que le professionnel, chacun dans son domaine, hein, il explique pourquoi c'est comme ça et pas autrement, et pourquoi peut-être on peut faire autrement. Vous parlez des génériques tout à l'heure, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi je prends un traitement tous les jours, et moi je prends le générique, parce que je sais que c'est la même molécule que l'original. Voilà. Générique, ça ne veut pas forcément dire mal soigné, mais c'est une petite parenthèse. Ça veut dire qu'il faut faire un minimum confiance aux gens qui s'occupent de nous, que ce soit le pharmacien, le médecin, voilà. Tout n'est pas un complot, tout n'est pas de la méchanceté, tout n'est pas de la bêtise, voilà. Il y a quand même de la bonne foi et du bon sens un peu partout, voilà. D'accord. Un dernier mot, monsieur le maire. Ce que je voudrais souligner, c'est toute la solidarité qui s'est manifestée pendant le confinement. J'espère que ça va poursuivre après. Les gens se sont entraidés, on a fait des courses pour les personnes âgées, on est allé les voir régulièrement, entre voisins, tout le monde s'est entraidé. Il y a l'atelier de fabrication de masques qui s'est mis en place, qu'on distribue au fur et à mesure. Donc, j'espère qu'on va continuer après, avec le déconfinement, à rester solidaires et puis remettre l'humain au centre de nos préoccupations. C'est ça le plus important, je pense. On est là, on n'est pas sur Terre pour s'embêter les uns les autres, mais pour s'entraider. Donc, cette crise, j'espère qu'elle aura des conséquences sur cette solidarité et qu'on va pas revenir comme on était un petit peu avant, chacun dans son coin, à épier les voisins. Donc, je pense que là, on a appris à se connaître. Il y a des voisins qui n'avaient jamais discuté avec leurs voisins, des habitants, et du coup, comme ils se sont trouvés derrière dans leur jardin, tiens, mais je connaissais pas, il est sympa, tiens, celui-là, je ne le connaissais pas. Donc, ça a permis de créer davantage de solidarité dans le village et j'espère que ça va continuer après avec le déconfinement. Merci, monsieur le maire. Un dernier mot, Jean-Luc, avant de nous quitter. Oui, j'espère que, comme disait monsieur le maire et monsieur le médecin et le pompier de paille, et j'ai confiance, hein, il faut être confiant, il faut avoir confiance. Après, on connaît aussi les limites de l'être humain. Moi, je suis pas défaitiste, mais on s'est quand même rendu compte au cours de ces années qu'on a bien souvent mis les chiffres et l'économie avant l'humain. Et peut-être, souhaitons pour le dernier mot, que ça change et que on fasse 50-50. Voilà. Merci à tous. Oui, monsieur le maire? Non, c'est bon. Ah, d'accord. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale sur Météo du Jura. On se retrouve demain dès 14h pour un flash spécial concernant les intempéries attendues dans le Jura. Et à très bientôt sur Météo du Jura TV. Au revoir. Bon, du coup, docteur, je vous ai demandé comme ami